Mon sentiment pédagogique, mon sentiment de nécessité de vulgariser les choses, et cetera, ont conduit donc à cette, première écriture d'un manuel en bonne et due forme, pour la collection 128. Mais mon sentiment me comment dire? De m'intéresser à l'enquête, était toujours présent et donc j'ai encore sollicité François de Singly en lui demandant la première année passée, en voyant que ça marchait bien, selon les critères commerciaux et du directeur de collection, qui, je dois dire entre parenthèses, m'a jamais fait une remarque sur le fond, donc c'est bon, c'est mauvais, je ne sais pas à ses yeux. Enfin si, c'est bon, mais m'ont conduit à proposer un deuxième volume qui s'appelle «L'enquête ethnologique de terrain». Alors cet ouvrage venait après la parution d'un ouvrage que je trouve remarquable, qui est l'ouvrage de Stéphane Beau et Florence Weber sur le manuel d'enquête ethnologique, mais qui est orienté exclusivement vers le terrain français, mais qui est très pratique aussi, c'est-à-dire avec des exercices, des modalités de conseil sur le comportement de l'étudiant sur le terrain qui est en train de faire son mémoire, etc. Alors la collection 128 ne prêtait pas à ce genre d'orientation de pédagogie active, disons, et moi j'ai plutôt rédigé une sociologie de la connaissance de l'enquête de terrain ethnologique. Donc il y a à la fois une histoire, une sociologie des différents types de pratiques, des différents moments de pratique. C'est tout à fait un manuel, mais il ne se présente pas comme un manuel d'enquête. Ce qui fait que, dès le début, une indication de sociologie du lectorat, il s'est vendu la moitié moins, sinon moins que la moitié, que mon introduction. Apparemment, les lecteurs n'ont pas trouvé ce qu'ils pensaient y trouver, c'est-à-dire un manuel d'enquête d'ethnologie de terrain. Mais dans la collection 128, bon, il y a sur les questionnaires ou les entretiens, il y a quelques pages consacrées à des exercices à faire, mais enfin, bon, c'est pas le genre. Et donc, probablement, c'est l'ouvrage dont je retrouvais ma velléité des années 70, hein, un quart de siècle plus tard. Je dirais que c'est le petit volume où j'ai, entre guillemets, mis le plus de moi-même, parce que je trouve que là, j'explique bien ce que c'est que la posture ethnologique, de l'enquête, de l'écriture, de l'état d'esprit, et des évolutions depuis, disons, Malinowski jusqu'à aujourd'hui. Donc ça établit une espèce de posture qui est certes pédagogique, mais aussi, si on regarde les introductions, les conclusions, des remarques à droite et à gauche, un jugement, si j'ose dire, une opinion sur l'anthropologie française et même internationale telle qu'elle se fait. Et essayant de montrer le contraste entre des traditions, mais sans prendre trop de temps à les expliciter, puisque 128 pages, ça a l'air de rien, mais c'est pas beaucoup pour rentrer dans un grand détail. Alors cette approche, disons, éditoriale, m'a conduit à poursuivre ma volonté de vulgarisation. Et je signalerai le dernier ouvrage publié dans cet état d'esprit, qui est dans la collection Les idées reçues de l'éditeur Le Cavalier Bleu. Donc une petite maison d'édition, mais qui a déjà aujourd'hui 10-15 ans, et qui avait mis sur pied, enfin l'éditrice, c'est une femme, une collection s'appelant Idées reçues, donc de la taille d'un que sais-je, mais avec une présentation assez pas formelle, mais de petits chapitres, et répondant à des questions un peu intempestives de lieux communs. Enfin, c'est pas la question, mais comment les primitifs peuvent-ils avoir une économie puisqu'il n'y a pas d'économie de marché, les primitifs ne connaissent pas l'État,
Ils parlent 36 langues, comment se comprennent-ils? Enfin bon. Donc de partir de questions comme ça, c'était le genre de la collection, et puis de faire le point sur la question qu'on pouvait sous-entendre sous cet intitulé un petit peu, non pas démagogique, mais disons accrocheur, quoi. Avec des encadrés et tout, et donc j'ai été très satisfait aussi. Paradoxalement, l'éditrice, je sais pas, qui avait une vision assez éclairée des choses, puisqu'il y a des 128 sur des sujets, je considère un peu pointus, a refusé un projet sur le Sénégal, alors qu'elle en a publié un sur l'Afrique du Sud. Il me semblait que le Sénégal avait un public de lectorat plus important que l'Afrique du Sud, donc je ne lui ai pas écrit un Sénégal. Et puis, je ne sais pas s'il y avait la sociologie, mais l'ethnologie, elle y avait trouvé son compte. Enfin, quand on vend 1000 exemplaires, là aussi, sur la totale, c'est pas grand-chose. Donc je me suis dit que c'était pas une collection universitaire et le grand public cherche des petits livres, mais sous l'angle d'une discipline ou d'une approche scientifique. C'était pas véritablement reconnu comme rentrant dans le débat public. Et ce qui me confirmait aussi de la place un peu seconde que l'ethnologie occupe dans la hiérarchie, disons, d'opinion publique, y compris éclairée, française. Alors, sur les enquêtes, je pourrais terminer par, d'aborder ce point par la publication que je viens de terminer et qui devrait voir le jour éditorialement, concrètement l'année prochaine. J'ai édité un travail assez considérable et totalement imprévu, la thèse complémentaire du doctorat d'État de Paul Mercier. Paul Mercier a soutenu son doctorat d'État en 68. La thèse principale porte sur les Somba, une population du Dahomey. Et la thèse secondaire, alors le titre exact, c'est « Contribution à la sociologie des villes du Sénégal occidental à la fin de la période coloniale ». Et en fait, Mercier a travaillé pour une des institutions scientifiques françaises en Afrique de l'Ouest et dont le centre était à Dakar, qui s'appelle l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, dirigé par le célèbre Théodore Monod, fondé et dirigé par le célèbre Théodore Monod. Et en 1952, Mercier, qui était donc un ami d'enfance, un ami, le co-chercheur de Balandier au Sénégal, etc., est devenu patron de la section de sociologie de l'IFAN en 1952. Et il a fait la première grande enquête, il était quasiment tout seul, mais plutôt de sociologie quantitative sur une ville de la taille de Dakar, qui à l'époque était évidemment quand même relativement limitée, de 150 000 ou 200 000 personnes, alors qu'aujourd'hui ce sont des millions d'habitants. Donc j'ai édité le texte qui demandait beaucoup de corrections. Balandier et Mercier n'étaient pas très forts en références bibliographiques, et donc dans la thèse complémentaire de Balandier, on trouve des articles dont la référence de revue, des pages et d'années sont fausses ou erronées. Donc j'ai dû retrouver les bonnes revues, les bonnes pages et les bonnes années. Et puis j'ai fait un commentaire en replaçant ça dans le développement des recherches urbaines en Afrique, et y compris en France, et de ma connaissance un peu de l'évolution des sociétés sénégalaises. Et donc ça fait un volume assez conséquent qui devrait peut-être paraître l'année prochaine. Mais donc je me suis attaché à décortiquer comment une enquête urbaine, qui est parfois explicitée et parfois pas explicitée, une des premières recherches urbaines africaines, françaises, s'est déroulée. Pour montrer que les conditions pratiques, matérielles, jouent souvent un rôle important. Alors si on veut refaire le point sur les études, disons le contexte anthropologique et africaniste de ce que je faisais, donc passant du paysanat au monde ouvrier, pendant 10 ans, j'ai quasiment tout arrêté. Donc les années 90. J'ai expliqué que j'avais été recruté comme professeur de sociologie à l'université de Picardie et Jules Verne.
Et j'ai tout de suite été bombardé, j'ai accepté, de toutes sortes de responsabilités. Donc j'ai occupé pendant 8 ans toutes les positions possibles d'un universitaire, sauf celle de président de l'université. J'ai dirigé le département de sociaux, j'ai dirigé son centre de recherche, j'ai dirigé l'école doctorale de toutes les sciences humaines et sociales, j'étais vice-président du conseil scientifique pour les recherches en sciences sociales, j'ai dirigé la formation doctorale, et à la même époque, j'étais ce qu'on appelle le CNU, Comité national des universités, où on qualifie les candidatures des enseignants qui veulent postuler un poste de maître de conférence ou de professeur. Donc j'ai fait de l'administration pendant 8 ans. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fini par arrêter l'enseignement parce que c'était difficile à un moment de mener tout ça de front. Je signale en passant qu'il n'y avait pas que pour occuper ces fonctions, que ce soit de mon temps et dans mon expérience, il n'y a jamais beaucoup de candidats. Donc après, tout le monde peut se plaindre de la manière dont les universités sont gérées, mais bon, si personne ne veut devenir, disons, responsable d'une organisation administrative universitaire, ensuite, les gens n'ont qu'à se plaindre. Il n'y a qu'une fonction que j'ai refusé explicitement d'occuper et que j'aurais pu occuper sans aucun problème, c'est celle de doyen. Parce que le doyen a le monde entier contre lui. Il y a les étudiants, il y a les enseignants, l'administration qui lui est subalterne et l'administration qui lui est supérieure. Donc c'est le lieu de tous les dangers. Et je le savais, et tous les doyens le savent très bien d'ailleurs, c'est rien d'original comme remarque. Et donc moi j'ai refusé, malgré, comme on dit, la pression amicale de mes collègues, d'occuper cette fonction. Parce que je crois qu'à un moment là, on ne peut plus tenir un langage de vérité et que ça pose un problème à sa conscience professionnelle. Donc je n'ai rien fait. Alors je commençais à m'intéresser à l'Afrique du Sud, dans la foulée de mon expérience d'Afrique orientale, avec la fin du mouvement, la fin de l'époque de l'apartheid, l'intérêt des chercheurs sud-africains pour des contacts plus approfondis avec les chercheurs français notamment, etc. Mais tout ça, c'est resté, dans mon cas, un peu à l'état de vœu pieux, même si je me suis rendu 2 fois en Afrique du Sud. Et puis en 2000, je suis revenu sur le Sénégal. Parce qu'en 2000, il y a eu un changement de régime politique tout à fait important. Le Parti socialiste de Senghor, qui était au pouvoir depuis 40 ans, sinon 50, cédait la place à un nouveau candidat plutôt de centre droit, Abdoulaye Wade. Et donc, un collègue et ami pour la revue Afrique contemporaine m'a demandé de faire le point sur l'islam sénégalais, les mourides, etc. Alors, je lui ai dit que ça faisait 10 ans que je n'avais pas mis mon nez dans ces affaires-là, enfin quasiment. Et puis que, bon, c'était quand même, on ne s'improvise pas, surtout que c'était une revue Afrique contemporaine qui était publiée. Aujourd'hui, elle est publiée par l'Agence française du développement, mais à l'époque, elle était publiée par la documentation française qui dépend directement du Premier ministre. Alors, c'est une revue scientifique, mais enfin, il y a un côté d'actualité politique. Il y a une revue sur le Maghreb, une sur le Moyen-Orient, enfin, c'est d'excellentes revues. Hein. Mais donc, un côté d'urgence. Et puis j'avais 2 de mes anciens étudiants, enfin 2 de mes docteurs, ou anciens docteurs, qui écrivaient dans le numéro. Donc ça faisait un peu familial, il y avait de quoi être fier. Donc j'ai cédé à cette injonction. Et j'ai lu l'essentiel de la littérature scientifique parue pendant 10 ans sur le Sénégal. L'air de rien, c'était pas trop excessif, je te dois le dire. Et donc j'ai écrit un article qui était une mise à jour. Et je signalais les changements de la confrérie vers l'expatriation de plus en plus marquée en France, en Europe et aux États-Unis, et puis la modernisation, puisqu'il y avait le mot téléphone portable dans le titre de mon article et que tout le monde avait trouvé ça très astucieux. Et il est vrai qu'en 2000, tout Sénégalais qui se respectait avait son portable, alors que même tous les Français ne l'avaient pas encore. Alors du coup, je suis retourné au Sénégal. Mais
cette fois-ci, bon, les ouvriers, c'était un peu lointain. L'huilerie Le Sieur avait plus ou moins fermé ses portes. Et donc, ce qui était intéressant dans le mouvement social qu'exprimait ce nouveau président, c'était les petits et moyens entrepreneurs nationaux. Or, un classique de l'économie politique du tiers-monde, c'est qu'il n'y a pas de bourgeoisie d'affaires sérieuse dans le tiers-monde, en tout cas en Afrique. Et donc, j'ai voulu voir un peu à quoi ressemblaient les PME ou les PMI, petites et moyennes entreprises, au Sénégal. Donc, j'ai conduit un certain nombre de recherches sur ce thème, y compris pendant presque toute l'année 2006. Et parallèlement, j'avais rencontré, parce que c'était à la fois une petite entreprise et puis que ça enseignait ça, un des instituts d'enseignement supérieur privé qui fleurit au Sénégal et en Afrique. Et on m'a invité pendant 3 ou 4 ans à y faire un cours d'anthropologie économique des entreprises, j'allais dire depuis les origines jusqu'à nos jours. Et j'ai vu comment on gérait une entreprise qui, même la dernière année, m'a invité, mais je ne suis pas venu parce que le billet d'avion, apparemment, il n'y avait pas les fonds pour payer. Mais c'était un des établissements les plus performants du Sénégal, avec des milliers d'élèves et tout. Et c'était tout à fait instructif de voir comment les jeunes Sénégalais se lançaient dans la formation, disons, à la gestion du monde privé. Donc, fin de l'Afrique du Sud, retour au Sénégal. Et puis, un dernier changement qui est lié à mon changement d'affectation, c'est-à-dire qu'après 10 ans d'université d'Amiens, non pas que j'étais fatigué, ayant occupé quasiment toutes les fonctions qu'on peut occuper, j'avais beaucoup de, non pas de droits, mais j'étais reconnu et je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Donc j'ai décidé de candidater à une université parisienne, en l'occurrence la vieille Sorbonne que j'avais connue 50 ans avant, mais qui s'appelait Paris Descartes, après avoir été appelée Paris 5. Et donc je retournais au département de sociologie où j'avais fait, pas mes études, mais enfin où Ballandier avait officié. Il m'a fallu 2 ans pour être élu parce que j'ai découvert que les clans ou les cliques dépassaient les frontières disciplinaires. Donc les sociologues ont élu l'ethnologue qu'ils voulaient et pas celui que les ethnologues voulaient. Ça s'est vu dans d'autres occasions. Donc ça a développé un département d'ethnologie de façon rationnelle. Par exemple, il y avait 2 jeunes femmes très sérieuses qui enseignaient sur la même partie du Maghreb, enfin en l'occurrence du Maroc. Mais il y avait la moitié du monde ethnologique qui n'était pas du tout enseigné. Il me semblait que la diversification thématique et géographique de l'anthropologie, dans un grand département avec des dizaines de postes, c'est le premier des objectifs et non pas le dernier. Donc je suis allé à Paris 5. J'ai découvert rapidement que mélanger la sociologie et l'ethnologie, c'était pas très bien vu, puisqu'un de mes collègues m'avait demandé, Jean, de quel côté es-tu ? Es-tu prof de sociaux ou prof d'anthropo ? Puisque je passais les 2 tiers de mon temps, ou les 3 quarts de mon service, à faire des enseignements qu'on qualifie d'anthropologiques. J'ai fait un cours de sociologie du travail comparé, c'est-à-dire à la fois du monde occidental et du tiers-monde ou des pays du Sud. Et dès la 2e ou 3e séance, il y a des étudiants et des étudiantes qui ont objecté à la rationalité du cours en disant qu'ils étaient là pour apprendre la sociologie du travail et de l'organisation. Ils allaient ensuite postuler un master de gestion d'entreprise et qu'apprendre des trucs sur le Sénégal, l'Inde ou le Brésil, ils n'en voyaient nullement l'intérêt. Bon, je les ai renvoyés gentiment à leur place. Comme ils étaient inscrits, ils ne pouvaient pas s'en aller. Et on a continué. Mais c'est pour dire que, bon, faire de la sociologie comparée, ça ne se faisait pas. Et, bon, personne n'a été voir l'étage au-dessus pour dire qu'il fallait me suspendre de mes fonctions. Mais donc, cet enseignement, j'ai inauguré, enfin, je suis revenu à un enseignement sur le développement. Ayant étudié l'Afrique, j'allais dire, toute ma vie, et puis le développement est encore, si j'ose dire,
à l'ordre du jour. Il y avait les objectifs du millénaire, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était un peu dans l'air du temps. Enfin, toujours dans l'air du temps. Il y avait tous les travaux de Amartya Sen sur la pauvreté. Enfin bon, le développement, en 2000, se portait encore bien comme thématique. Pour dire tout de suite qu'aujourd'hui, c'est même un thème qui ne serait pas enseigné ou enseignable parce que ça a pris tout à fait d'autres dimensions. La sociologie des développements telle qu'on la faisait, telle que je l'ai apprise, telle que je l'ai faite, y compris sur mon terrain sénégalais, jusque dans les fin des années 70, c'était ce qu'on pourrait appeler une macro-sociologie, des grands ensembles sociaux, économiques et politiques. Et puis, il y avait des monographies de terrain. Et donc, les monographies de terrain décrivaient la réalité. Et puis, il y avait un dernier chapitre habituellement sur les opérations de développement. Les villageois étaient entre eux, puis tout d'un coup, il y a des gens qui arrivent de je sais pas où, de la capitale ou de l'étranger, et qui leur disent il faut faire planter ceci, ou il faut élever le bétail de cette façon, etc., ou creuser les puits d'irrigation autrement, etc. Bon. Donc, les choses se passent ainsi. Et puis, à la fin des années 70 et 80, arrive la première grande crise du développement. Ça se voit dans la vie politique et économique des États africains et d'ailleurs. Et puis, c'est la période où commencent à être appliqués les programmes d'ajustement structurel. Hein. Pour ceux qui n'ont pas connaissance de ça, ce que l'Europe a fait à la Grèce pendant 10 ans, voilà, c'est ça un programme d'ajustement structurel. Et d'ailleurs, le premier programme appliqué au monde l'a été au Sénégal. Paradoxe, car ce n'était pas le pays le plus mal en point. Bref. Et donc, à partir de ce moment-là, le souci de mieux comprendre les opérations de développement se fait jour dans les opérations de développement. On fait plus appel à des sociologues et à des anthropologues pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas pris, pourquoi on n'a pas compris, etc. Et donc cette nouvelle réflexion qui est lancée à la fois au plan institutionnel et même de la demande de consultance, finit par concerner de près les chercheurs. Et en France, c'est l'anthropologue Jean-Pierre Olivier de Sardan, spécialiste des Sora et d'autres populations du Niger, que je connaissais depuis, allons-y, l'Union des étudiants communistes dans les années 60, qui s'est lancé un peu dans la sociologie ou l'anthropologie du développement et qui commence à publier des travaux, à diriger des équipes qui font l'analyse des opérations elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'intéresse un peu moins aux bénéficiaires, aux paysans ou aux éleveurs ou aux artisans, qu'à ceux qui mettent en place les programmes, comment on fabrique ces programmes, quels sont les acteurs étrangers, nationaux, leur formation, etc., qui mettent en œuvre ce qu'on appelle le développement. J'avoue que j'avais une petite idée de ça, mais je ne l'avais pas vraiment étudié de près, car en faisant mes études villageoises sénégalaise, j'étais évidemment tombé sur les opérations de cette société de développement française qui était chargée de développer la production arachidière au Sénégal, la SATEC, et l'agent français de la SATEC local dans la, disons, circonscription urbaine la plus proche était un technicien agricole, je pense. Je ne crois pas qu'il était ingénieur, d'origine bretonne, avec sa femme, et qui découvrait l'Afrique comme s'il était arrivé sur la Lune, qui était extrêmement sympathique, mais qui voyait les choses de façon assez problématique. Et puis, il y avait toute l'équipe qu'il dirigeait de près ou de loin, et dont je connaissais certains des membres dans les villages. Mais bon, je n'avais pas poursuivi l'analyse de ça, mais j'avais bien vu que bon, un breton au milieu des paysans musulmans, ce n'était pas d'une évidence folle pour le développement de l'arachide sénégalais. Quelles que fussent les compétences de ce garçon très sympathique par ailleurs. Donc, ces travaux se poursuivent. Moi, je les suis de loin dans les revues. Je connais les travaux, je connais Jean-Pierre Olivier de Sardan. Mais bon, pendant les années 90, je ne suis pas trop ça de près.
Et puis, quand je suis chargé de faire un cours sur le développement, je m'aperçois que la sociologie du développement à la Balandier ou même à la Samir Amin des années 60-70, c'est plus ça qui compte, c'est des analyses de sociologie de l'organisation, de sociologie de la culture professionnelle, de sociologie des acteurs et des réseaux. Quels sont les mécanismes qui font qu'on passe du technicien agricole au vulgarisateur, du vulgarisateur au chef de village, au chef de concession, aux épouses du chef de concession, et puis à son alter ego qui conteste ses décisions productives, etc. Et donc, ça devient un champ tout à fait, j'allais dire, pas nouveau, parce que j'ai une idée du champ social dans lequel tout cela se passe, mais je découvre qu'il y a beaucoup de travaux sur cette question. Et donc, plus les programmes internationaux qui ont changé, donc on insiste beaucoup plus sur le social que sur la production, on insiste sur la pauvreté. Je me mets à lire les travaux du philosophe et économiste indien Amartya Sen sur les capacités, la pauvreté, etc. J'ai même été jusqu'à écrire une notice, un petit article pour la revue Sciences Humaines en France, parce que je trouvais que la façon dont on présentait les travaux d'Amartya Sen pour le grand public était trop franco-centré et pas assez en prise avec le tiers-monde. Enfin bref, donc je me mets à fréquenter cette littérature, à découvrir qu'il y a une tradition anglaise qui est un peu plus ancienne que la tradition française, puisque Jean-Pierre-Olivier de Sardan lui-même s'inspire d'un sociologue anthropologue britannique, Norman Lang, qui a fait sa thèse avec Glockman. Donc on passe de Glockman à Lang à de Sardan. C'est très intéressant du point de vue, disons, des filiations. C'est étudier un peu comme ce que veut faire Politique africaine, c'est étudier le développement par le bas. Et donc tout cela, l'un dans l'autre, me conduit à faire des cours, à proposer un manuel à François de Singly, et qui paraît en 2006. Alors, le responsable des sciences humaines à l'époque trouve que sociologie du développement, ça fait vraiment un peu plat. Et donc, il me propose un titre, développement mondial. Enfin, il y en a 3 lignes, ça prend toute la page du 128. Et puis, alors, quand on remplit la fiche d'éditeur d'un 128, enfin, ça doit être pareil chez tous les éditeurs universitaires, on dit quel est le public concerné, etc., etc., etc. Et donc là, je me dis, les agents des ONG, des organismes internationaux qui suivent sans arrêt des cours de formation et tout, et où de temps en temps on va donner un œil. Donc ça fait un public qui redouble le public des étudiants français, et puis il y a le public des étudiants africains francophones. Ça, c'était une perspective totalement erronée, parce que l'ouvrage ne s'est pas du tout vendu. Alors, on a cru au début que c'était ce titre alambiqué qu'avait trouvé le responsable des sciences sociales. Donc pour la réédition, qui s'est faite très rapidement, avec un changement de couverture, puisqu'ils changeaient tous leur couverture, donc ils m'ont dit, allez hop, on y va. J'ai sondé mes collègues, alors j'ai dit, je fais sociologie ou anthropologie du développement. Alors, l'état d'esprit du livre, une partie de l'essentiel de mes références était plutôt anthropologique. Mais bon, je sentais bien que l'anthropologie du développement, ça intervenait encore comme une espèce de branche de la sociologie, et que pour toutes sortes de raisons propres à l'anthropologie française, le développement, donc la modernité, la mondialisation, sur le terrain, n'était pas forcément bien vu par tous les néo-traditionalistes qui occupaient encore le dessus du panier. Et bon, c'était un peu mondialisation versus Lévi-Strauss, et donc c'était mieux de changer de terrain et de rester dans la sociologie. Ça n'a rien fait, ça ne s'est pas mieux vendu sous le 2e titre, dont acte. Et alors, à la même époque, j'ai fait un grand numéro de la revue Cahiers d'études africaines, avec la collaboration d'un collègue économiste, Claude Freud, où j'ai publié des textes inédits, évidemment, mais je dirais le meilleur de ce qu'on faisait en France. J'ai sollicité des collègues étrangers, tous ces noms que je connaissais,
mais sauf un Indien de UCLA, collègue de James Ferguson, a accepté de faire un article en anglais. Les cahiers d'études africaines publiés en anglais, il n'y avait pas de problème de langue là. Mais tous les autres ont dit non, j'ai pas le temps, etc. Puis je pense qu'une revue africaniste qui voulait faire sur un thème général, c'était pas très bien compris de la part de tous ces autres auteurs. Je sais pas. Enfin bon, je n'en ai pas voulu, hein. Et donc le seul texte vraiment original que j'ai publié, c'est un texte d'un économiste sud-africain qui avait fait un grand article sur les changements de paradigme marxiste, néo-marxiste, développementaliste en Afrique du Sud dans les dernières années de l'apartheid et depuis 1994. Et donc ça, c'était une mise au point et une description d'ailleurs de la démission politique des économistes sud-africains qui sont tous devenus des apparatchiks de l'appareil étatique et administratif et qui, 10 ans après faire des, des banderoles rouges dans les rues, étaient en train d'occuper des bureaux à Pretoria. Tout ça, je dis ça sans méchanceté, parce qu'on avait besoin de cadres compétents et c'est eux qui étaient disponibles. Et puis du coup, je me suis mis à écrire beaucoup d'articles sur ce thème. Donc j'ai écrit une demi-douzaine, une dizaine d'articles, dont un pour la revue Ethnologie française, qui avait fait un numéro thématique sur les ethnographies de l'aide, sous la direction d'une des collègues qui justement avait lancé cette ethnographie de l'aide sur le terrain, Atlani Duhaut, et Laetitia Atlani Duhaut, et qui, elle, avait travaillé en plus sur l'Asie centrale ex-soviétique, donc c'était des terrains tout à fait inédits pour ceux qui d'habitude faisaient dans le développement africain, latino-américain ou asiatique. Et puis, un article pour démontrer que le paradigme du développement à la française, c'était les sociétés africaines. Que, quoi que disent les spécialistes et l'Agence française du développement dans les années 2005-2010, le modèle, c'était le développement colonial des années 1920-1960. Donc, enseigner ça, le vulgariser, et puis bon, retraite arrivant, je n'ai pas poursuivi, et j'ai pas mené d'enquête de terrain, mais à un moment, j'ai eu sous ma direction une étudiante qui voulait étudier ça, qui avait, si j'ose dire, compris mon message et qui voulait étudier comment fonctionnait l'Agence française du développement. Hein, donc, ça serait c'est l'USAID, par exemple, français, hein, et qui voulait étudier les bureaux centraux, enfin certains bureaux centraux à Paris, et puis un centre local, par exemple, au Sénégal. Et puis, cette doctorante n'avait pas beaucoup de ressources. Elle a trouvé un emploi et a abandonné son projet. Et je me suis trouvé sans personne à vouloir faire ce genre de recherche. J'avais déjà pris des contacts avec des responsables de l'AFD pour que ça se passe bien. Et ça avait l'air de... puisque j'y connaissais des personnes et que je connaissais des gens qui connaissaient des gens. Mais ça n'a pas donné suite. Alors, il vient de paraître cette année un ouvrage dirigé par Lavigne Delville et Marion Fréza, qui enseigne à Neuchâtel, un ouvrage qui présente des travaux de jeunes chercheurs sur cette orientation. Si je veux dire, la France rattrape les pays anglo-saxons, mais reste à voir si ça va rester ou si ça se diffuse ou si ça reste dans le cercle quand même des spécialistes du développement, ceux qui vont dans les continents étrangers du Sud. Alors que dans les publications anglaises que je connais, j'ai déjà une bibliographie d'au moins une demi-douzaine de titres, de travaux ethnographiques, on dirait de l'organisation et des acteurs, qui étudient des travailleurs du social en Europe, en l'occurrence en Grande-Bretagne, et ces mêmes acteurs sociaux détachés auprès d'une ONG qui travaille à l'étranger. Et en France, on pourrait exactement faire la même chose et développer ce genre d'études. Malheureusement, il me semble, mais j'en sais trop rien. Puis je ne suis pas en position, évidemment, d'inciter des travaux de recherche dans ce domaine.
Alors, ce qui est dommage, c'est que dans le grand traité de sociologie de Gurvitch de 58-60, puisqu'il y a 2 tomes, Ballandier écrit 2 articles, dont l'un est sur, en gros, la sociologie du développement des régions sous-développées. Enfin bon, c'est un autre titre, mais enfin c'est ça. Dans le manuel de sociologie publié par Jean-Claude, je crois, Durand et Mérien en 89, un fort volume de 30 ou 40 chapitres qui parcourt l'ensemble des thèmes de la sociologie. C'est le dernier manuel global, tout thématique. Il y a encore un chapitre sur la sociologie du développement rédigé par un des anciens responsables de l'IEDES, l'Institut d'études du développement économique et social, fondé à la fin des années 50 à l'Université Paris 1, et qui publie la revue Tiers-Monde, qui est devenue la revue des études internationales sur le développement, et qui présente donc un dossier, enfin un chapitre sur la sociologie du développement. Mais sans ça, on pourrait faire le tour des départements de sociologie où, en l'absence d'anthropologues dans une filière proche ou de chercheurs concernés par le Sud, la sociologie du développement, qui à l'époque des années 70 attirait beaucoup de monde, aujourd'hui semble absente. Alors qu'on ne parle plus de développement, mais enfin il est vrai que l'humanitaire, le travail outre-mer, les ONG continuent leur travail, et donc malheureusement il m'a semblé que la demande de ces organismes n'allait pas jusqu'à améliorer leur formation universitaire, qu'elles n'en ont pas besoin ou qu'elles n'en ressentent pas la nécessité. Donc le chercheur anthropologue peut être déçu de ne pas voir de débouchés pour ses étudiants, mais en même temps il a l'impression que les organismes récepteurs de ces formations ne sont pas très demandeurs. J'ai moi-même dirigé un certain nombre de mémoires de master à Paris 5 de ce genre. Et par exemple, une étudiante qui a étudié le bureau Afrique de Amnesty International France, Paris, et il lui a été demandé de changer un certain nombre de formulations de son chapitre. J'ai parlé au responsable qui m'a dit, en l'état actuel, nous, on ne veut pas que ça soit diffusé. Alors l'étudiante a eu un peu peur. J'étais très gentil avec elle, c'était remarquable, comme étude de précision et d'intelligence. Mais elle avait tellement été traumatisée par ce nom qui arrivait tout d'un coup qu'elle ne m'a même pas laissé lire la première version de son mémoire. Je n'ai pas insisté. Mais je lui avais demandé de faire la bibliographie des ouvrages sur les rayons des rayonnages de Amnesty International à Paris. Et la bibliographie était maigre et un peu désuète. Et en fait, on a discuté tous les deux. On s'est aperçu que son travail, qui était vraiment un travail, j'allais dire, d'enquête sociologique, ethnologique classique sur qu'est-ce qui fait quoi et comment ça marche et tout. Et c'est quoi une intervention d'urgence d'Amnesty, comment ils montent un dossier, etc. Mais j'ai cru comprendre dans ce qu'elle m'a dit, et puis j'en ai discuté avec d'autres, c'est que de montrer qu'Amnesty International connaissait des débats internes sur doit-on tourner à gauche ou doit-on tourner à droite, faut-il soutenir un tel ou au contraire condamner le régime politique, ça ne leur plaisait pas. Il fallait que Amnesty ait l'air d'un organisme pas monolithique, mais enfin qui a une opinion éclairée sur tout sujet et qui passe pas son temps à se couper les cheveux en quatre, alors que visiblement c'était ça. Et elle avait tellement la confiance des responsables qu'elle avait tenu le bureau pendant tout l'été pour faire son mémoire. Et après, il lui était tombé dessus. Enfin, j'avais trouvé ça honteux. Et c'était Amnesty International. C'était pas très... Il n'y avait pas d'argent dans des programmes où on aurait pu dire vous mettez en péril l'économie politique de notre organisation. Ce qui prouve que, évidemment, c'est bien de former des métiers, par exemple du développement, mais qu'il y a un moment où les sciences sociales ont l'air d'être véritablement, sans être révolutionnaires, un discours de vérité sur le bleu a un peu pâli sous la lumière du soleil, et on continue à dire que le bleu est tout à fait écarlate et magnifique. Je ne sais pas, c'est un peu décevant. Alors,
Il y a un dernier thème qui est lié au développement, enfin, qui était lié d'ailleurs dans les thématiques, puisque le titre de la première édition de mon petit bouquin, il y avait le mot mondialisation. C'est que depuis 10-15 ans, on ne peut pas faire l'économie du terme de mondialisation. Alors, pas rentrer dans le détail de ce que ça peut vouloir dire, et puis mondialisation en français, globalisation en anglais, les études globales se portent bien, enfin bon, il y aurait de quoi passer des heures à parler de ça. Moi, je me suis intéressé à un point particulier de la mondialisation de l'anthropologie et des sciences sociales. Car il commence à y avoir une préoccupation, mais ça ne va pas très loin, c'est même passé par l'université Laval, mais malheureusement, ça s'est un peu arrêté là. Je ne parle pas de la France où ça semble stagner également. Y a-t-il une anthropologie internationale? Ou est-ce que cette anthropologie est de fait occidentale? Y a-t-il des anthropologies alternatives des pays du Sud, postcoloniales? Peut-il y avoir un point de vue anthropologique des pays du Sud, puisqu'ils ont été colonisés? C'est peut-être une discipline encore coloniale. Comment accommoder en fait le développement scientifique avec les demandes commerciales de recherche appliquée, de consultance? Et donc, l'occasion m'en a été donnée par Serge Genet pour faire ce numéro d'Anthropologie et Société qui devait ouvrir le nouveau millénaire. C'est le premier numéro de l'année 2000. Ça, c'est Serge qui avait vu ça, ou on l'a demandé à Serge, je ne sais plus. Et toujours est-il que je suis très heureux qu'il m'ait contacté pour qu'on fasse un numéro québéco-français. Et donc, moi, j'ai trouvé des auteurs sur des thèmes, et puis lui, il avait trouvé des auteurs québécois ou canadiens sur d'autres thèmes. Enfin, ça, on a très bien marché. Il a fait un peu du current anthropology, c'est-à-dire que mon texte a été soumis à discussion de certains collègues, et mon dévouement a été jusqu'à traduire un ou deux de ces textes de l'anglais en français, parce qu'au Québec, on ne publie pas en anglais, dans Anthropologie et Société. Donc, c'était vraiment très intéressant. Malheureusement, cette question que j'ai reprise dans un certain nombre d'articles et dans des cours et des séminaires, c'est-à-dire à travers aussi mon intérêt pour la sociologie du Sénégal, sur laquelle je continuais à écrire. Et j'ai d'ailleurs publié, pour fêter les 50 ans des indépendances africaines, un recueil de ces articles qui s'appelle 50 ans d'africanisme africain. Enfin bon, qui fait le point un peu de ce que je pouvais penser. Mais ce débat n'est pas vraiment devenu public, je ne dis pas autour de mes idées. Il a été un peu lancé par des chercheurs sud-américains, colombiens, Arturo Escobar, mais M. Escobar, enseignant dans je ne sais plus quelle université américaine, moi je considère que quand on a enseigné 10 ou 20 ans aux États-Unis, on n'est plus ni colombien, ni équatorien, ni français, ni quoi que ce soit, on est américain. Mais ça ne plaît pas à ceux qui se disent postcoloniaux, qui sont d'origine indienne aux États-Unis et qui continuent à écrire dans le postcolonialisme, ni les Africains, puisque j'ai plusieurs collègues sénégalais qui enseignent depuis 15 ans aux États-Unis, et je considère qu'ils sont américains, ils ne sont pas sénégalais, mais ils continuent à me dire « mais si, quand même, je rentre chez moi tous les ans, etc. » Oui, d'accord, moi aussi, je rentre chez moi tous les ans. Et donc, doit-il y avoir une science sociale spécifique du Sud, ou doit-il y avoir des conditions qui fassent qu'il y ait une espèce d'équité, je ne dis pas d'égalité, entre les travaux faits sur les sociétés du Sud par les chercheurs du Sud et ceux faits par les chercheurs du Nord sur des sociétés du Sud? Le problème, c'est qu'il y a toujours une espèce d'inégalité ou d'asymétrie. Les chercheurs, entre guillemets, du Sud ou des pays africains font rarement des travaux sur les sociétés occidentales développées. Ils travaillent toujours sur leur société natale. Bon, on me dira, les Français travaillent sur la France, les Québécois sur le Québec, certes. Mais l'altérité anthropologique est quand même un des éléments de la dynamique de l'anthropologie. Et je m'étais dévoué pour faire le point sur cette question à la suite d'une demande pour un numéro du Journal des anthropologues en 2006-2007. Et j'ai essayé de démontrer avec des preuves à l'appui, qu'à l'exception de l'Afrique du Sud, il n'existait aucun enseignement digne de ce nom d'anthropologie dans les 50 autres pays africains. Alors qu'en Amérique latine, ça existe. Je ne suis pas compétent pour en discuter. Mais enfin,
le nom se voit sur les frontispices des universités ou des programmes. Donc là, il y a quelque chose qui fait que lorsqu'on parle de mondialisation, ça rend un peu les choses toutes floues. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'accusations ad hominem contre les chercheurs occidentaux, blancs, qui tiendraient toujours les mêmes discours. Moi, je pense que l'anthropologie a des techniques ou des approches, disons, d'objectivation, hein. On peut critiquer les données, il faut corréler les informations, et que si on ne passe pas par ces mécanismes de production, entre guillemets, de la vérité scientifique, on reste un peu ou dans le bavardage ou dans le discours idéologique qui peut produire de la vérité, certes, mais pas aussi bien que les enquêtes telles qu'elles sont menées traditionnellement dans nos sciences sociales.